Mesdames et messieurs, bienvenue au Yémen, bienvenue dans ce restaurant yéménite qui nous accueille ce soir pour parler des questions relatives aux violences que vivent les femmes dans les pays en guerre et en conflit. Ce soir, je souhaite la bienvenue aux personnes présentes, mais aussi à toutes les personnes qui nous écoutent par le biais de la diffusion web. Alors, bonsoir à vous tous et toutes qui êtes présents. Nous soulignons ce soir la semaine du développement international, qui est une activité que nous soulignons à toutes les premières semaines de février. Il y a des activités qui vont avoir lieu dans plusieurs régions du Québec, animées par des organismes de solidarité et de coopération internationale, membres de la COSI, sur cette thématique des violences qui sont faites aux femmes dans particulièrement les situations de conflit et de guerre. Alors, ce soir, avant de commencer, j'aimerais que nous reconnaissions ensemble que nous nous réunissons sur un territoire autochtone non cédé. Et cette reconnaissance de cette réunion à Montréal, elle doit s'accompagner d'une réflexion sur la nécessité d'établir des rapports de nation à nation avec les peuples autochtones pour mieux être ensemble sur ce territoire que nous partageons maintenant. Alors, sans plus tarder, je voudrais vous inviter à entendre la voix de nos hôtes ce soir du restaurant Masby, qui nous accueille si chaleureusement. Alors, c'est dommage pour les personnes qui ne sont pas ici présentes, mais qui nous écoutaient à distance, mais on a été accueillis par un excellent thé et café. À chaque gorgée, c'est comme un voyage. Alors, donc, j'inviterai Mme Wafa Al-Medar et M. Naïl Salem à nous souhaiter la bienvenue. Alors, oui, vous venez ici. Merci. Alors, ils vont s'exprimer en anglais et en français. Alors, c'est madame qui prend la parole en premier. Alors, merci beaucoup de nous accueillir. Merci. Alors, quelques mots. In English, it's okay. It's okay. Well, welcome, guys. It's an honor for us to have you guys here today, and for this event, this beautiful comic about Yemen. It's nice to see something happening here and to show people something a little bit about Yemen, to introduce Yemen in that way. I like it. I'm very excited. We're proud to have this beautiful Yemeni restaurant here in Montreal, the only one, and I hope you guys enjoy yourself today. Oh. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'elle dit? Ok, merci beaucoup. Ok, bienvenue à notre restaurant. C'est très difficile. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire, mais bienvenue. On remercie l'organisation, comment elle s'appelle? ACOSI. Désolé, j'ai oublié tout. Et oui, comme elle a dit, nous sommes le seul resto du Yémen ici à Montréal. Et c'est un restaurant de famille. On a commencé ça fait 7 mois. Et avec votre support, on va continuer. Et merci beaucoup. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à l'animatrice de cette soirée, Madame Amel Zaza. Amel. Merci, Michel. D'abord, merci à l'ACOSI pour l'organisation de cette belle soirée. Je trouve que quand on m'a sollicité pour l'animation, j'ai dit oui tout de suite parce que je trouve que ce qui se passe au Yémen aujourd'hui est vraiment très alarmant. On n'en parle pas assez dans les médias et puis merci de mettre la lumière sur l'une des pires crises humanitaires à l'heure actuelle. Vous avez sûrement feuilleté déjà la BD, certains d'entre vous l'ont entre les mains, mais la BD est aussi disponible sur le site de l'ACOSI, alors n'hésitez pas à la partager largement, c'est vraiment un outil indispensable et important.
Ce soir, quand j'ai reçu les présentations de nos panélistes, j'ai été assez impressionnée. Vous avez des parcours assez incroyables, mesdames. On est vraiment choyés de vous avoir ce soir parmi nous pour nous parler de tout ça. Je vais commencer par donner la parole à Madame Ariane Brunet. Je vais vous présenter en quelques mots et puis vous commencerez à nous parler par votre perspective, nous dresser un peu un tableau global de la situation que vivent les femmes dans des crises et des contextes de guerre. Donc, Madame Ariane Brunet, cofondatrice de Urgent Action Fund, elle a participé à la création de la Coalition internationale sur les droits des femmes en situation de conflit, la déclaration de Nairobi, le tribunal populaire de Tokyo sur les crimes de guerre de l'armée impériale japonaise envers les femmes de réconfort de 2000, le tribunal du Guatemala sur les crimes envers les femmes autochtones basé sur la déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à un recours et à une réparation. Elle fait également partie du Gender Justice Equality Wall de la Cour pénale internationale de La Haye en tant que pionnière sur les droits des femmes en situation de conflit. Merci d'accueillir chaleureusement Madame Brunet. Je vous laisse la parole. D'habitude, je suis la dernière, je peux foutre la merde. Mais là, comme je suis la première, c'est un peu plus difficile. Je vous dis ça parce que je n'ai pas du tout envie de parler de la violence des femmes en situation de conflit. Parce que je trouve que chacun et chacune d'entre nous sont capables de comprendre et de savoir ce que sont les violations en temps de guerre. Ce qui m'intéresse de parler, ce non pas des violations, ce sont des femmes qui ont été violées et qui sont des activistes. Je suis contre toute prononciation de voir les femmes violées en temps de guerre, ou ailleurs d'ailleurs, comme victimes. Ça, c'est le nom que donne le patriarcat aux femmes. Les femmes qui ont subi des guerres sont rarement des victimes une fois qu'elles se remettent debout. Pour avoir travaillé pendant 30 ans avec elles, je peux vous dire 4 choses. Elles veulent avoir leur santé à nouveau, elles veulent avoir un toit au-dessus de leur tête. Ce qu'elles faisaient auparavant, elles veulent pouvoir le faire. Et enfin, parce qu'elles ont vécu les guerres, elles veulent contribuer à leur société de plein droit. Donc, et je voudrais ajouter une chose, je ne connais pas de femmes qui ont vécu les guerres qui n'ont pas compris l'importance de politiser le mouvement des femmes. Et ça, je trouve que c'est très important de le comprendre. Nous-mêmes, dans le Nord, ne l'avons pas encore fait, ou si peu. Je vais vous nommer une femme soudanaise, que je vous conseille fortement de lire, qui s'appelle Hala Al-Kabrib, et qui a écrit, elle, sur là, je vais avoir de la misère parce que j'ai tellement dit souvent en anglais, mais on va s'essayer. L'enjoification du mouvement des femmes du Sud, causée par, et là je m'excuse pour la cousine, par le développement venant du Nord. Et j'insiste là-dessus. Et ça, c'est une des grandes responsabilités. Moi, je ne fais plus partie de l'ONG. Je dois vous dire que j'ai réglé ce problème-là il y a quelques années maintenant. Mais, et c'est pour ça que je peux parler complètement librement, c'était le temps. Je reproche au Nord de s'asseoir sur son steak. Pourquoi il s'assoit sur son steak? Parce qu'il est convaincu qu'il apporte au Sud des choses qu'elles ne savent pas trouver par elles-mêmes. D'où, pour moi, l'importance d'avoir créé le Fonds d'action urgente sur les droits des femmes, parce que ce fonds existe pour prendre une décision en 72 heures. Vous essayerez de faire ça dans une ONG, on en reparlera, et d'envoyer l'argent en dedans d'une semaine. Et pour l'instant, ce fonds existe depuis 1996, ça marche très bien. Il existe maintenant et est indépendant de la création que nous en avons faite. Il y a un fonds d'action urgente en Afrique, au Kenya. Il y a un fonds d'action urgente maintenant à Mumbai. Il y en a un à Gisèle, la capitale de la Colombie, Bogota.
Merci. Au cas où, à Bogota. Et ce qui est important dans le travail qu'on fait, c'est qu'on s'assure que ce sont les femmes sur le terrain, non pas qui prennent en compte l'agenda du Nord et qui doivent supporter, subir, et j'entends bien souligner ce mot, subir, les demandes des ONG internationales ou ce que moi j'appelle le go-between entre les États et la société civile sur le terrain, sur les questions fondamentales de management. 60% du temps que les femmes font sur le terrain, quand elles deviennent NGOifiées, passent à l'administration des fonds qu'elles reçoivent. Et ça, on s'entend que c'est inacceptable. On n'a pas besoin d'expliquer ça pendant 20 heures. Bon, je suis contente. Fait que je peux passer à la prochaine étape, qui est importante. Et pourquoi, tout d'un coup, je me permets de parler de l'NGOification quand on parle de la violence faite aux femmes dans les conflits? Parce que les femmes qui sont sur le terrain, qui ont commencé à travailler, que ce soit au Congo, là je vous parle de ce que je connais, pas de ce que je connais pas, mais en Syrie, je viens de passer 2 longues années à travailler avec les ONG en Syrie, et je vais vous dire une chose, j'en connais pas une, dans les rapports que j'ai faits au Global Fund for Women et à d'autres, elles n'ont pas voulu mon rapport. Pourquoi? Parce que la majorité des ONG syriennes, des organisations, je ne devrais pas dire ONG, des organisations syriennes avec qui j'ai parlé, ont dit « Nous ne voulons pas du Nord en Syrie ». Et je les comprends. Maintenant, on dit, il y a un autre problème que je veux aborder. J'ai 10 minutes. Bon, 30 ans d'expérience, 10 minutes, là, c'est un peu cheap, mais on va faire notre possible. Tant que les féministes ou que les organisations de développement n'auront pas pensé à ce qu'est la paix aujourd'hui, pas la paix d'il y a 20 ans, pas la paix de Lester B. Pearson, pas cette paix-là, mais la paix aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas fait ce travail fondamental, on ne peut pas se présenter dans des situations de guerre. On ne peut pas. Parce que les paix d'aujourd'hui vont de pair avec la normalisation des guerres. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui est importante, c'est que dans les situations de guerre, quand on parle de paix, on prend les femmes pour des idiotes. Pourquoi? Parce que non seulement on les victimise verbalement après qu'elles aient été victimes physiquement, non seulement parce qu'elles sont victimes, elles ne sont pas crédibles. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, les hommes veulent devenir des victimes. Je ne sais pas si vous avez noté ça, là. Trump n'arrête pas d'en parler et compagnie. C'est très à la mode d'être victime. Mais pour nous, qui l'avons été depuis, qui le subissons depuis des millénaires, ça va. On a donné, merci. Alors, ce qui est important dans ce que je dis là, c'est que tant qu'on n'aura pas pensé les guerres comme étant maintenant intranationales, et elles se passent dans un pays particulièrement, on pense au Yémen. Qui est au Yémen? L'Iran, l'Arabie saoudite, les États-Unis, les chars canadiens vendus à l'Arabie saoudite, et la liste est longue. En Syrie, qui était là? Qui est là encore? La Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Qatar, les États-Unis, la Russie, les Irakiens en OTAN qui font partie d'ISIL, les Kurdes. Mais on dit qu'il n'y a plus de guerre internationale. Il n'y aurait que des guerres civiles. Il faut vraiment prendre les gens pour des cons. Ça, c'est une deuxième chose qui est importante à comprendre quand on parle des guerres d'aujourd'hui. Maintenant, parlons du Congo. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Qui
qui est au Congo? L'Afrique du Sud, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine. La liste est longue. Alors, quand on parle de guerre civile, on fait perdurer l'idée que c'est le Sud qui se bat. Mais non, c'est le Nord qui se bat au Sud. Il faut être clair là-dessus. Alors, une chose qui est extrêmement importante à comprendre, puis là, je ne regarde même plus mes notes, parce que ça fait tellement longtemps que mais je vais insister pour le dire. Dans la mesure... Là, il faut que je le regarde, excuse. Je voudrais dire que beaucoup de femmes que j'ai rencontrées dans les guerres, que ce soit au Rwanda, en Syrie ou ailleurs, ont beaucoup reçu du fait d'avoir vécu des guerres. Ah. Elles ont été obligées de développer des skills, oui, qu'elles n'avaient pas auparavant. La géolocalisation, c'est très important. Où est le puits et où sont les maquis, les soldats, etc., etc. Comment je me rends au puits? Ça s'appelle de la géolocalisation. Bien sûr, quand c'est des femmes et elles sont victimes, c'est qu'elles connaissent leur chemin, puis elles sont pas mal bonnes. Non, c'est de la géolocalisation. Elles sont beaucoup plus géographes que beaucoup le penseraient. Elles ont une capacité de se démerder pour trouver la bouffe, non seulement pour leur famille, mais pour les gens qui sont en prison et pour les personnes qui sont à l'hôpital. Elles sont d'extraordinaires espionnes. Elles ont des talents multiples. Et quand la guerre est finie et qu'on leur parle de paix, je peux vous garantir qu'elles se grattent le derrière de la tête pas mal. Parce que ces trucs qu'elles ont appris, elles vont devenir obsolètes parce que personne ne profitera. Parce qu'elles ne sont pas crédibles, puisqu'elles sont victimes. Il faut bien comprendre ça. La victimisation signifie que tu n'es pas crédible. Alors, comme tu n'es pas crédible à la naissance en tant que femme, tu es doublement pas crédible quand en plus tu as subi des violences. C'est pour ça que moi, ça ne m'intéresse pas de parler du type de violence que les femmes subissent. Je l'ai fait longtemps et j'en ai marre. Faites votre boulot, travaillez. Mais ce que je trouve qui est important d'apprendre, par contre, c'est les capacités qu'ont les femmes sur le terrain de faire partie de la reconstruction des villes. Moi, j'ai été obligée de crier au meurtre en Afghanistan parce qu'on refusait que les femmes qui ont été 7 ans dans leur voisinage, dans leur quartier à cause des talibans, on refusait qu'elles s'assoient avec les Nations Unies, les États-Unis, etc., pour repenser la construction de la ville de Kaboul. Merde! Qui c'est qui la connaît, la ville de Kaboul? Qui c'est qui s'est démerdé pendant tout ce temps-là, pendant 7 ans, à se cacher pour aller trouver la bouffe, le pain, etc., etc.? Mais ça, c'est pas valorisé. C'est comme les jeunes qui viennent me dire à moi, oui, moi, j'ai une maîtrise en féminisme. J'en ai à foutre, moi. J'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui va changer le schmilblick sur le terrain, hein? Je suis désolée. Alors, je trouve ça important de penser à ces choses-là. Ce n'est pas vos connaissances qui vont vous donner une façon d'agir sur le terrain. C'est votre empathie, c'est votre solidarité, surtout. Parce que je considère que ce qui arrive à ma voisine d'en face, si moi je ne contribue pas, je suis dans la merde. C'est simple. C'est très, très simple. Et c'est essentiel. Il y a une minute, il faut que je parle de la déclaration. Je disais, elle est là sur le coin, là, je suis sûre qu'il faut que je parle. On a en 2007, en mars 2007, la Coalition internationale sur les droits des femmes dans les situations de conflit, développé un instrument qui s'appelle la Déclaration de Nairobi pour la réparation. Et là, il faut que je le dise comme il faut, franchement.
Ça s'appelle La Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles. Et que je vous aime. Super, super, super. Ça prouve que j'ai passé 65 ans. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette déclaration? Elle a été faite avec les femmes qui ont vécu les exactions physiques sur le terrain. Elles ont été faites avec leurs avocates locales qui sont défendues leurs droits au niveau local. Elle a été faite avec des juristes qui, avec moi, qui n'est pas juriste, il faut que je sois claire là-dessus, ont pensé à l'importance d'inclure une bonne définition sur les violences faites aux femmes et sur le viol à la Cour pénale internationale de La Haye. Et nous étions 33 pays. Et beaucoup, beaucoup plus de victimes, d'avocates, etc. Qu'est-ce que nous avons pensé en gros? Je vous invite à la lire, malheureusement, parce que Droit et démocratie n'existant plus, son site n'existe plus non plus. Mais la Fédération internationale des droits de l'homme a sur son site la déclaration, et je vous invite fortement à la lire et à l'utiliser. Cette déclaration a été lancée en octobre 2007, à Toronto avec l'Association des femmes autochtones du Canada. Parce que nous considérions, je le considère toujours, que c'est une déclaration qui pourrait être terriblement utile pour elles sur le terrain. Donc ça, c'était en 2007. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette déclaration? Il dit, en gros, il dit, le mainstreaming, c'est de la foutaise. Ce qui est excessivement important, c'est de s'assurer que les femmes sont, au moment du dessein d'une réparation, d'un changement, d'une politique sur la question des droits des femmes en situation de conflit, elle doit être à la recherche, elle doit être à l'application, au monitoring, à l'évaluation, elles doivent être dans tous ces secteurs-là. C'est excessivement important. Tu ne peux pas faire à un tiers ce que toi-même, tu sais faire. Et elles savent très bien le faire. Et ça, c'est fondamental. Autrement dit, je ne veux pas vous faire de peine personne, mais plus nous disparaîtrons, plus nous aurons été utiles. Alors ça, c'est le but. C'est le but devant nous. Merci. Il fonctionne, oui. Mais merci beaucoup pour cette perspective tellement éclairante. Ce qui est intéressant dans votre discours, c'est que vous portez des lunettes féministes, mais aussi dans une perspective décoloniale. Puis vous mettez vraiment de l'avant la résilience, mais aussi toutes les expertises des femmes qui se battent dans ces contextes de conflit et de guerre. Puis je trouve ça vraiment tellement éclairant. Merci. On va passer la parole en fait à notre deuxième panéliste, Madame Hala Soubra, qui est avec nous ce soir. Elle va aller plus dans un contexte particulier. Elle va nous parler du Liban, de la Syrie. Je vais commencer par vous présenter. Madame Soubra est chercheure associée à la chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit international public de l'Université de McGill. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Elle est spécialiste du droit des femmes au Liban et dans le monde arabe. Madame Soubra a développé une grande expertise dans la sociologie des organisations intergouvernementales. Elle est auteure de plusieurs recherches et rapports, et plus particulièrement sur les femmes libanaises et les femmes syriennes réfugiées au Liban. La parole est à vous. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier CQFD et ACOUSI. Les acronymes, c'est un peu difficile, mais de m'avoir donné l'occasion d'être parmi vous. Et deuxièmement, je voulais dire que j'ai visité le Yémen, et le Yémen, c'est un pays adorable. Je ne sais pas pourquoi on s'attache beaucoup au Yémen quand on fait la visite. Et puis,
Troisième chose, avant de commencer, j'aurais aimé qu'il y ait une possibilité de questions, de débats, parce que ce que je viens d'entendre, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et peut-être c'est bien d'avoir 3 visions des choses, parce que moi, oui, j'espère bien, mais parce que moi, j'ai une autre vision des choses. Je viens du Liban et on a vécu au Liban une guerre pendant plus que 15 ans. Et puis, il y a tout récemment la guerre syrienne, avec toutes les répercussions de la guerre syrienne sur le Liban, parce que, comme vous le savez, il y a 1,5 million de réfugiés syriens au Liban, donc ce sont les conséquences de la violence, surtout aux femmes. Pour revenir au sujet, les violences faites aux femmes au cours de guerre, donc la guerre, généralement, qu'elle soit une guerre conventionnelle ou non, par procuration ou non, parce que ce que vous avez avancé tout à l'heure, vous avez parfaitement raison, ce sont des guerres par procuration, qu'il s'agisse de guerre par procuration, de guerre civile ou de guerre non conventionnelle, il y a tout le temps des violences qui dévastent toutes les sociétés, qui dévastent hommes, femmes, enfants, tout le monde. Mais pourquoi la femme, elle est tout le temps, on parle des violences faites aux femmes en situation de guerre, c'est parce que les femmes sont généralement le maillon le plus faible et les conséquences sont plus graves sur le maillon le plus faible, et surtout dans les sociétés qui, au départ, ça veut dire même en temps de paix, il n'y avait pas de droit reconnu aux femmes, et la situation des femmes n'était pas une situation comment dire, de point de vue droit, elle n'avait pas tous ses droits, elle ne participe pas comme il faut au niveau de participation économique ni politique. Vous avez parlé de participation, moi je parle après la guerre, moi je parle de participation économique et politique, même avant la guerre. Là, il faut faire cette analyse. Donc, qu'est-ce que vous pouvez imaginer la situation avec la guerre et même après la guerre? Donc, on parle moi je parle maintenant, ma présentation va se concentrer sur cette région du monde, ça veut dire la région du monde arabe, où la femme est le maillon le plus faible, parce que, comme je viens de dire, la situation, même avant la guerre, c'était une situation qui n'est pas trop excellente, qui avait beaucoup de choses à faire pour l'émancipation des droits de la femme. Qu'est-ce que je voulais dire donc, dans cette situation ce que la BD souligne comme violence aux femmes au Yémen, ce sont les mêmes violences partout. Vous l'avez bien dit que pour parler de ça, c'est un peu, entre guillemets, peut-être banal, parce que ça se voit dans la BD. Et si on pense quelles sont les violences faites aux femmes, on a tout de suite les mêmes idées. Ce que je vais faire, c'est juste dégager quelques points de la BD et puis rajouter quelques détails et puis peut-être vous donner un petit éclairage sur la situation entre le Liban et la Syrie, parce que la crise syrienne aussi, c'est une des pires crises humanitaires actuellement, qui a des répercussions aussi sur le Liban. Je parle surtout des réfugiés syriens au Liban. Quel type de violence? Moi, j'ai fait, comme vous l'avez dit, des études sur les réfugiés syriens, des enquêtes dans le cadre de l'ISP, l'Institut de sciences politiques, quand j'étais au Liban, qui relève de l'Université Saint-Joseph. Et on a fait des études sur le mariage précoce, sur le travail des réfugiés syriens, sur tout type de problèmes que rencontrent les réfugiés syriens au Liban. Je peux vous dire que ce sont les mêmes problèmes qui sont relatés par la BD. Premièrement, c'est l'interruption des études. Ça, c'est normal, parce que quand en temps de guerre, et surtout parce qu'avant la guerre, l'éducation de la femme n'était pas trop prioritaire dans une famille. En temps de guerre, c'est mieux de rester à la maison parce qu'on risque le déplacement. Et puis c'est plus sécuritaire de laisser la fille à la maison pour ne pas avoir à s'affronter à tout type de violence. Ça a des répercussions... je sais pas, des répercussions sur l'avenir des filles, sur des années à venir. Ce ne sont pas des répercussions momentanées. Parce qu'une fille qui est privée de l'éducation quand elle est dans l'école primaire, etc., elle ne peut plus se racheter. Et là, je peux vous dire que ce qui arrive dans les réfugiés syriens au Liban, il y avait des centaines, même des milliers d'enfants, hommes et filles, garçons et filles, qui ne sont pas scolarisés pendant des années parce que les écoles libanaises ne sont pas capables de les accueillir. Et il y a de surplus d'étudiants. Ils ont fait 2 shifts, comme un avant midi et soir. Vous pouvez dire qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui veut venir à 3 heures pour étudier jusqu'à 9 heures du soir.
de point de vue attention, concentration et tout ça. Et puis, après des années, je me demande quel est l'avenir de ces enfants-là, qu'il s'agisse de filles ou d'hommes. Maintenant, les filles, c'est un peu peut-être pire parce qu'ils ne sont pas armés, ils ne peuvent pas se défendre et tout. Donc, premièrement, il y a la question de l'interruption de l'éducation. Moi, je n'ai pas chronométré, vous pouvez me dire... donc je peux parler des heures et des heures si vous voulez sur ça parce que j'ai fait des études et puis la situation elle est vraiment déplorable. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Deuxièmement, il y a le changement de rôle. Ça veut dire que la BD aussi l'avait très bien présenté, c'est que les femmes sont d'un jour au lendemain considérées comme le chef de famille et par conséquent elles sont obligées de subvenir aux besoins de cette famille. Ou bien, comment ? Il vous reste 3 minutes. 3 minutes. Ah, 3 minutes. Donc, il faut aller vite. Alors, 3 minutes. Moi, je pensais plus que 3. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Donc, changement de rôle. Elle est la chef de famille. Elle doit subvenir à ses besoins. Peut-être elle est devenue veuve. Les hommes font la guerre. Et puis, c'est elle qui doit voir les besoins des enfants. Elle est obligée de sortir pour travailler. Et elle, parce que je parle de cette situation, de ces sociétés particulières, elle n'a pas la capacité ni les qualifications pour travailler un travail qui est un travail digne. Dans ce cas, c'est pourquoi il y a la dérive vers la prostitution. Et là, je vous dis qu'il y a pour reparler des réfugiés syriens, il y a beaucoup de réseaux de prostitution dans la région parce qu'ils ont besoin de travailler. Il n'y a pas d'autres... Maintenant, ce sont des exceptions, oui, mais c'est vrai. Ça veut dire que ça arrive qu'ils sont portés vers la prostitution. Le taux de chômage, par exemple, dans les réfugiés syriens, dans les camps de réfugiés, était à 70%. D'après les chiffres des Nations Unies, pas d'après mes chiffres à moi. Victime, donc, mariage précoce, ça se voit aussi dans la BD, mariage précoce, parce qu'on a besoin non pas juste de chercher la sécurité et la stabilité de la fille, mais on a besoin de l'argent de l'époux. Parce que d'après les études, les époux ne sont pas les maris des filles. Ça veut dire qu'ils se marient comme adolescentes. Ce n'est pas des mêmes tranches d'âge. Le décalage prouve que c'est un mariage, non pas pour l'amour, mais c'est un mariage juste pour que les maris puissent vraiment subvenir aux besoins de la famille. C'est, entre guillemets, comme si on vend les filles indirectement. Excusez-moi le terme, mais c'est ça ce qui se passe. Et là, le taux de mariage précoce, on ne peut pas avoir des chiffres, c'est ce qui est pire, parce que ça se fait d'une façon parfois informelle, et puis il n'est pas enregistré. Et dans ce cas, on ne peut pas savoir vraiment le taux de mariage précoce. Et là, vous pouvez vous-même me dire les conséquences du mariage précoce sur la fille, de point de vue éducation, de point de vue santé, de grossesse pour les adolescentes, et puis surtout quand les services de santé ne sont pas assurés en temps de guerre. Donc, je parle des services sanitaires donc, qui sont effondrement. Donc, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par ça. D'après les chiffres des Nations Unies, 2,5. Le taux de mortalité maternelle est de 2,5 plus élevé qu'en temps normal, en temps de guerre. Ce que je peux vous dire aussi qu'il y a difficulté d'adaptation quand il y a des réfugiés partout dans le monde. Difficulté d'adaptation, ça peut développer la violence conjugale. Ça veut dire que si les enfants sont énervés, ils ne trouvent pas de travail, ils n'ont pas la langue donc ça peut créer tout type de problèmes psychologiques. Les conséquences sur la femme en tant que violence conjugale, c'est elle qui subit la violence des enfants au cas où ils sont des jeunes adolescents qui ne peuvent pas vraiment s'adapter dans ces sociétés. Si j'ai encore de temps, j'ai encore combien de minutes ? En fait, le temps est fini, mais je vous laisse conclure. Donc, 2 minutes. Je dois attirer aussi votre attention pour que ma présence ait une valeur ajoutée, parce que là, dans les conflits, quand il y a des réfugiés aussi, par exemple au Liban, il y a un grand nombre de réfugiés syriens qui n'ont pas de statut légal. Ça veut dire qu'ils sont venus de point de vue clandestine. Ils sont clandestinement au Liban. Et dans ce cas, c'est pire parce que les femmes qui n'ont pas des pièces d'identité, ils ne peuvent pas circuler, ils ne peuvent pas chercher du travail. Et là, parfois, ils restent isolés. Et puis, ils sont victimes de tout type d'arrestation, d'expulsion et tout ce que vous voulez comme violence parce qu'ils n'ont pas... Et là aussi, je dois souligner cet élément que beaucoup de réfugiés syriens n'avaient pas d'acte de naissance. Et ça, la véritable catastrophe. Parce qu'ils étaient incapables d'aller
enregistrer les naissances en Syrie. Ils n'ont pas la capacité de le faire au Liban parce que ça coûte de l'argent. Et là, vous avez un nombre d'enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous pouvez imaginer la suite. Je ne veux pas continuer puisque je n'ai pas dépassé la bande dessinée. Ce qui est important dans cette bande dessinée, c'est qu'elle souligne aussi le rôle... Une minute. Le rôle des femmes dans le processus de paix. Et ça, c'est très important parce qu'il y a comme un aspect volontariste. Ça veut dire que la femme peut faire, la femme a le droit de faire, la femme... Mais ce n'est pas tout le temps vrai, évident. Je vous dis, moi, je parle un petit peu de la région parce que ce n'est pas uniquement les hommes qui font la guerre et les hommes qui vont faire la paix et qui rejettent les femmes, ce sont les mêmes hommes qui font la guerre et les mêmes hommes qui font la paix. Ça veut dire les mêmes dirigeants qui ont fait la guerre sont eux-mêmes qui veulent faire la paix. Et là, je vous donne un exemple concret du Liban pour ne pas parler de la Syrie. Le Liban, ce sont les mêmes. Donc, la femme n'a pas de place ni dans la guerre ni dans la paix. C'est pourquoi elle est victime. Oui, elle est victime. Et si elle veut changer les choses, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire. D'après expérience, il y a la mentalité à changer, il y a les politiques publiques à changer, il y a la sensibilisation, la conscientisation. Si vous avez eu la chance d'avoir des femmes qui sont sensibles et sensibilisées et conscientisées, mais il y a plein de femmes dans la région qui ne sont pas vraiment conscients qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que leurs droits sont bafoués et qu'ils dépendent largement des hommes, qu'il s'agisse des enfants, des pères ou du mari. Ils sont complètement dépendants et leur choix n'est pas entre leurs mains. L'enjeu de ces sociétés, c'est un enjeu assez difficile. Peut-être que plus tard, on aura l'occasion de parler de tout ça, mais c'est pas facile, ça veut dire c'est assez compliqué. Oui, la femme, elle est en train de subir les violences comme toute la société, mais elle en particulier. Mais il y a beaucoup de choses à faire et surtout, oui, elle doit participer au processus de paix. Mais dites-moi, si avant elle ne participait pas, comment après la guerre, elle va pouvoir participer? C'est le système qui ne le permet pas. Et là, je vous dis que c'est pas uniquement la femme qui est victime dans ces pays, c'est même les hommes. Ça veut dire que c'est l'individu qui est libre et qui est actif, qui n'existe pas. C'est quelques groupes qui sont au pouvoir et puis qui font tout pour tout le monde. Et malheureusement, c'est ça la situation. C'est un peu dramatique, mais c'est la vérité. Merci. Merci, Madame Soubra. Vous avez vraiment la perspective aussi de la chercheure, mais qui a travaillé sur le terrain et qui connaît bien, qui a documenté ces réalités-là. Fait que c'est bien d'apporter en fait tout ce spectre de complexité qu'il peut y avoir des fois aussi et qui peut contribuer à mettre des barrières à ce que les femmes participent activement, que ce soit dans le processus de paix ou c'est vraiment intéressant comme spectre. Ma prochaine panéliste, Madame Poulchéri Nomouzibi, vous allez plus aller dans justement le rôle qu'on peut jouer dans les processus de paix, les organisations. J'ai commencé par vous présenter. Donc, vous êtes consultante auprès d'organismes qui œuvrent dans le développement international et le maintien de la paix dans les pays africains. Vous êtes titulaire d'un doctorat en droit de la communication. Depuis plusieurs années, vous êtes impliquée dans les questions liées au genre et les opérations de paix, la communication stratégique, l'analyse et la gestion de l'information en zone de conflit ou post-conflit, les droits des personnes et le développement international. Au Cameroun, vous avez occupé des fonctions dans l'enseignement universitaire, la recherche et l'administration publique pendant près de 10 ans. Et vous avez été consultante internationale pour le Centre Pearson pour le maintien de la paix à Ottawa. Vous avez également travaillé à titre de consultante pour des organismes internationaux. Je vous cède la parole. Vous avez 12 minutes. Merci beaucoup. Merci pour la belle présentation. Je tiens tout d'abord à dire que ce n'est pas évident de prendre la parole après d'excellentes présentations. Je vais faire de mon mieux, être très, très, très brève, vu le temps qui nous est imparti. Et je tiens tout d'abord à remercier la COSI, le CQFD. Je suis chez moi. J'ai énormément milité au sein de la COSI, du CQFD et dans le réseau des groupes de femmes ici au Québec, depuis mon immigration au Québec il y a plusieurs années. Et je commence par dire, je l'ai déclaré en 2009 lors d'une émission à Radio-Canada, que la paix en Afrique passe nécessairement par les femmes. J'ai eu des appels, j'ai eu des messages en disant « Chérie, tu exagères, c'est un peu trop extrémiste ». J'ai dit « Mais non, la paix passe nécessairement par les femmes. En Afrique,
dans les pays arabes, en Syrie, au Liban, un peu partout. Pourquoi? Parce que c'est un élément central, non seulement de la société, mais également au sein des familles dans ces pays-là. Et avant de commencer, je dirais, et j'aime bien cette citation, que être homme avec un grand H, c'est précisément être responsable. C'est avoir honte face à une misère qui ne semblait pas dépendre de nous. Et le cas des conflits armés, des violences basées sur le genre, des femmes victimes de violences devrait interpeller tout un chacun, tout être humain, et être au cœur vraiment de nos décisions. J'ai eu la chance d'être impliquée dans des formations dans certains pays en conflit et même post-conflit. Et la formation, justement, des troupes déployées sur le terrain dans les OMP, ainsi que des civils, parce que quand on parle de paix et de conflits, de violences basées sur le genre, ce n'est pas seulement une affaire de femmes victimes, ce n'est pas une affaire de soldats, ce n'est pas une affaire de casque bleu, c'est vraiment tout le monde qui doit être interpellé, y compris les gouvernants. C'est important. Et si vous voulez, je vais axer mon propos sur 2 grands axes. Le premier axe va concerner mon implication et mon constat sur le terrain, et le deuxième axe, justement, sur les implications et le rôle joué par les organismes internationaux, y compris l'ONU. Mais je ne parle pas pour l'ONU. C'est vrai que j'étais consultante pour l'ONU, mais je vais juste faire un constat qui sera neutre en dehors du système en général. Alors, le premier axe concernant mon expérience et mes constats, il y a 3 points principaux que j'aimerais vous partager. Tout d'abord, ce qu'on appelle de nos jours la sécurité humaine versus la sécurité de l'État. Quand on parle de femmes victimes de violences, on pense à la sécurité humaine. Et le PNUD a été l'une des grandes organisations internationales à mettre l'accent et à mettre la sécurité humaine au cœur de certains de ses programmes et projets. Et le deuxième point que j'ai constaté sur le terrain, que ce soit au Mali, en Haïti, au Bénin, un peu partout, au Niger, c'était justement la protection des civils. Quand on parle de protection des civils, on pense nécessairement aux femmes victimes de violences, on pense nécessairement aux personnes vulnérables, on pense nécessairement à toutes ces personnes qui sont un peu les oubliées de la guerre et qui sont instrumentalisées et utilisées comme armes de guerre. Parce que le viol actuellement, c'est une arme de guerre, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Goma, que ce soit un peu partout. Et c'est une thématique assez grave. Et le troisième aspect que je tire de mes expériences sur le terrain, c'est un peu, si vous voulez, les engagements internationaux, le fameux droit d'ingérence versus les engagements de la communauté internationale et le cadre normatif international des OMP. OMP, Opération de maintien de la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs textes internationaux. Quand on parle d'opération de maintien de la paix, ça se fait dans un cadre normatif bien précis. On ne peut pas décider d'aller sur le terrain, dans les opérations de paix, envoyer des troupes, sans les résolutions du Conseil de sécurité. Et qui fait le Conseil de sécurité, qui fait l'ONU, l'Assemblée générale, ce sont les différents pays impliqués et qui financent justement ces opérations de paix. Je pense à la charte de l'ONU, les chapitres 6, 7 et 8. Je pense par exemple au pacte international sur les droits économiques et sociaux. Je pense au pacte international sur les droits civils et politiques. Je pense à la fameuse déclaration de Nairobi, très important. Et sans oublier tout ce qui est fait à la Cour pénale internationale. Et je pense surtout au travail formidable qui a été fait par les femmes. Parce que la plateforme de Beijing, la 4e conférence mondiale sur les femmes, a été le déclencheur, moi je le dis, de tout ce que nous vivons actuellement sur la prise en compte de cette thématique importante, parce que la plupart des femmes activistes qui ont été soit victimes, soit du Nord ou du Sud, ont catalysé la prise de conscience au plan international. Elles n'avaient pas de moyens, elles n'avaient pas de soutien, mais elles ont fait des sacrifices énormes. Elles ont mobilisé. Et si vous voyez un peu la genèse du genre dans les OMP, la genèse du genre dans l'opération de maintien de la paix, cela vient des différentes conférences mondiales. Conférence de Mexico qu'on a eue, la conférence de Copenhague, la conférence de Nairobi et la conférence de Beijing en Chine. Et si vous voulez, ça découle un peu de l'IFD, parce qu'au départ, c'était l'IFD, intégration des femmes au développement, qu'on prenne en compte la situation des femmes, qu'on prenne en compte les femmes, qu'elles soient impliquées. Et on s'est rendu compte à Nairobi, je crois que c'était en 1975, quelque chose comme ça, que l'IFD, en fait, c'était des projets pour les femmes, par les femmes et financés par les femmes.
finalement, le premier bénéficiaire, c'était les hommes. Résultat, on a dit qu'il ne faut pas créer une entité distincte, il faut qu'on travaille ensemble pour que les hommes et les femmes capitalisent toutes leurs compétences pour enfin arriver à une paix globale et tenant compte des besoins spécifiques des hommes, des femmes, des filles, des garçons. C'est pour cela qu'on parle du genre, qui est une construction sociale. Et c'est très important parce que quand on parle de construction sociale, il faut avoir à l'esprit le développement. Il faut voir à moyen terme, à court terme, oui, mais surtout à long terme. C'est très important. Et si vous voulez, je pense que la plupart des femmes activistes, la plupart des ONG qui ont vraiment œuvré sur le terrain devraient tous savoir et toutes ce prix Nobel de la paix. Et ça me vient à l'esprit justement les déclarations du docteur Mukwege qui disait « Le plus important, ce n'est pas de décerner un prix Nobel. Le plus important, c'est quelle action vient avec. Qu'est-ce que la communauté internationale fait pour que ce fléau soit éradiqué ? Pas pour 2019 seulement, mais pour toujours, pour que les générations futures puissent vivre dans un monde en paix, où ce fléau sera qu'un souvenir. Le chemin est long, mais il faut reconnaître que beaucoup a été fait, grâce justement au travail et au sacrifice des femmes, des groupes de femmes et des ONG. Et je tiens à remercier, et cela a été une belle découverte pour moi sur le terrain, de voir des hommes impliqués. Parce que travailler main dans la main, les hommes et les femmes, c'est, je vous dis, une valeur ajoutée. Parce qu'avant, on travaillait en silo, les femmes, et on s'est rendu compte que finalement, c'est tous ensemble que nous devrons gagner certaines batailles. Parce que la femme violée, c'est la sœur d'un homme. La fille violée, c'est la fille d'un homme. Donc, tout le monde, plus ou moins, est touché, comme disaient mes collègues du panel tantôt. Et le deuxième axe sur lequel je voulais vous entretenir, c'était justement ce rôle et l'implication des organismes internationaux. Je vais revenir un peu sur ce qui a été fait et sur cette genèse du genre dans les OMP. Parce que quand on parle maintenant de femmes victimes de violences, quand on parle maintenant, il faut dire ce qu'il en est. Les femmes, effectivement, sont souvent les premières victimes, oubliées. Et maintenant, elles ne sont même plus que victimes, elles sont actrices. C'est-à-dire, on les utilise comme armes de guerre. Je pense à Boko Haram au Nigeria, où on utilise les petites filles de 12 ans, des femmes comme kamikazes. Elles n'y sont pour rien. Et à Goma, par exemple, on les utilise comme armes de guerre pour que toute une génération soit éradiquée et bannie d'un village ou d'une communauté. Alors, le deuxième axe dont je voulais vous parler, c'était justement cette implication. Et cette implication, je vais parler de cette implication, pas en termes d'éléments négatifs, mais en termes de solutions. Et avant de parler justement de l'implication des organismes internationaux, tout le monde a à l'esprit ce qui s'est passé dans les médias récemment. Tous ces scandales sexuels. On parle maintenant du sexe pâte, ou alors sexe contre nourriture, sexe contre médicaments. Je ne cite pas les noms de certaines ONG ici présentement, mais c'était un fléau. Parce que quand on va sur le terrain pour aider, pour trouver des solutions, et faire partie du problème, c'est déconcertant. Heureusement, il faut le dire, il y a comme une autocensure au sein des organismes maintenant. C'est-à-dire, on essaye un peu d'éradiquer le problème à l'interne et d'appliquer des sanctions. Donc, quand on parle de victimes de violences faites aux femmes, violences basées sur le genre, ce n'est plus seulement en termes de belligérants ou en termes d'acteurs dans ces conflits armés. Et il faut également voir ce qui se passe sur le terrain au sein de certaines ONG qui, malheureusement, ont un peu mis comme une tâche. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers de personnes qui sont sur le terrain dans l'humanitaire et il y a 2-3 personnes qui ont des comportements autres. Cela n'enlève rien de la belle action qui est faite sur le terrain par l'ensemble des humanitaires. Et je vais vous dire, les États, par moment, sont obligés de suivre parce qu'il y a des situations et des questions précises qui sont comme soulevées, un peu comme par révolte, par certains humanitaires, et au plan international, on en fait une cause. La preuve, actuellement, on parle du genre, on parle des femmes victimes de violences. C'est un travail de longue haleine qui a été fait par des organismes qui n'ont même pas de budget.
fait par des femmes qui étaient démunies, qui n'avaient que leur cœur et leur empathie pour essayer d'aller au-devant de la scène et dénoncer une situation qui était une honte pour l'humanité, il faut le dire. Et si vous voulez, en termes de défis, je dirais que sur le plan, ce que moi j'ai observé sur le terrain, c'est un premier défi de la coordination. Parce que sur le terrain, quand vous êtes sur le terrain, il y a plusieurs organismes internationaux. Parfois, les personnes pour lesquelles on est sur le terrain se posent la question à quoi servent toutes ces organisations internationales, avec toutes ces 4x4, toutes ces voitures, avec des logos. C'est comme un tourniquet, un tourbillon, et il y a des actions pourtant qui sont posées, mais des actions isolées et disparates. Parce que chaque ONG a son agenda, l'ONU a son agenda, et l'ONU a c'est comme son plan d'action, sa politique, sa façon de voir les choses sur le terrain. Et parfois, cela ne concorde pas avec la réalité, ou alors il y a comme un dédoublement d'action qui finalement apporte plus de difficultés à résoudre que de solutions réelles. Très brièvement, je vais parler également de la coopération civilo-militaire. C'est important en termes de maintien de la paix et du genre, et des violences basées sur le genre. Le militaire seul ne peut pas trouver la solution définitive. Le civil seul ne pourra pas trouver la solution définitive. C'est une coopération entre civils et militaires. Parce qu'il y a un aspect sécuritaire qui est très important. On a vu certaines ONG plier bagages parce que la sécurité des personnels n'était plus assurée. Et on a vu également, d'un autre côté, des civils se démerder corps et âme pour trouver des solutions réelles. L'éducation des femmes, des enfants, la protection, par exemple, l'autonomie économique. Rien de plus grave que de voir des personnes complètement démunies et qui sont incapables même de se défendre, incapables de prendre la parole en public. Et ce qui fait que très souvent, cette coopération, à mon sens, est d'importance. Parce que quand on envoie les casques bleus sur le terrain, les casques bleus, très souvent, coopèrent avec ce que nous trouvons sur le terrain. Et je dis souvent qu'il connaît mieux son pays et le terrain que les personnes qui y vivent. Parce que dans la résolution des conflits, et concernant justement cette thématique sur les violences basées sur le genre, c'est très important d'avoir la bonne information. Parfois, on a des informations qui sont erronées. Et pour avoir ces informations, il faut avoir un plan stratégique bien aiguillé et impliquer les personnes qui sont sur le terrain, impliquer ces femmes, impliquer ces enfants, impliquer toutes les forces vives, toutes les compétences, pour qu'enfin, on puisse trouver une solution globale. En dehors de ces deux défis, il y a un autre défi qui est important pour moi, c'est la réforme sectorielle de la sécurité. Quand on parle de violences basées sur le genre, c'est des femmes qui sont victimes. C'est des femmes qui sont meurtries dans leur chair. Et ce n'est pas seulement les femmes, hein, il y a également des hommes qui sont victimes de ces violences-là. Il y a des enfants qui sont victimes de ces violences-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Que fait la chaîne pénale? La chaîne pénale au plan national, les États sont instables. Les États sont pratiquement non gérés. Et il y a quand même des instances internationales, la Cour pénale internationale. Et pour en arriver là, il y a tout un processus. Donc, je me dis, c'est une réforme qui devrait tenir compte de cette thématique. C'est très important. Et heureusement, de plus en plus, quand on parle de la réforme du secteur de la sécurité, on tient compte justement du genre, des besoins spécifiques des femmes, des hommes, des filles, des garçons. C'est très important. Et un autre aspect que je voulais soulever en termes de défis, c'était justement la gestion de l'information. C'est important. Et pour terminer, je dirais que nous sommes dans une ère nouvelle. On vit des problématiques nouvelles. On vit des défis nouveaux. Et les conflits ont maintenant de nouveaux visages. Les conflits ont de nouveaux éléments qui n'étaient pas prévus. Je prends le cas du Sahel en ce moment. Tout le monde sait ce qui se passe au Sahel, comment les pays européens sont mobilisés. Mais on a du mal à trouver certains éléments clés. Mais je pense qu'on est tous dans la bonne direction parce que de plus en plus, on parle du genre. De plus en plus, on parle d'intégrer les femmes. Et quand on fait, par exemple, la genèse de toutes les résolutions du Conseil de sécurité, 1325, 1820, 1888 et toutes les autres, c'est intégrer les femmes dans tout le processus, dans toutes les étapes de paix. C'est assez édifiant. Et pour terminer, je dirais tout simplement qu'on est à un stade maintenant, on a traversé les étapes, on a traversé les problématiques.
Et il ne faut pas rejeter tout ce qui a été fait. Il y a du positif dans tout ce qui a été fait par le passé. Il faut juste bonifier et ensemble trouver des solutions. Et moi, je parle en termes de stratégie. Quelle stratégie nouvelle? Quelle action nouvelle? Quelle politique nouvelle? Parce que tout est en termes d'action, d'instruments, de politique sur le terrain, pour que, enfin, quand on parle de violence basée sur le genre, quand on parle de genre et OMP, que ce soit une paix durable au plan temporel, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et je pense que c'est ensemble qu'on gagnera cette guerre des femmes victimes de conflits armés et de l'intégration du genre dans les OMP. Je vous remercie. J'ai été très brève. On a pas mal dépassé le temps qui était convenu. Je ne sais pas si on a encore le temps d'un échange, d'un petit échange. Une dizaine de minutes pour ne pas frustrer... Oui? OK. Bon, super. J'ai tellement de questions, mais je vais me tenir à une seule question parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est vraiment... ça faisait popper plein de choses dans ma tête, puis j'imagine que l'assistance aussi. Mais on comprend très bien que des fois, les situations sont très complexes. Il n'y a pas de solution simple à tout ce qui se passe, autant au niveau des pays, mais aussi de l'intervention qui se fait dans ces pays. Ce qui m'a interpellée tantôt, c'est ce que vous disiez, Madame Brunet, dans le sens où c'est une guerre qui se déplace. C'est une guerre du Nord qui se déplace dans le Sud, dans le fond, d'un pays à un autre. Fait que ça, je pense que c'est important d'en prendre acte. Puis, comme on est dans la semaine du développement international, si vous aviez un message à adresser aux organismes qui vous écoutent, qui font du développement international, qui sont beaucoup des organismes du Nord aujourd'hui, on a quand même entendu pas mal de critiques ce soir envers l'action de ces organismes-là et puis comment des fois ils peuvent contribuer au problème puis être eux-mêmes un problème sur le terrain. C'est quoi le message que vous aimeriez leur adresser pour que ces organismes soient plus à l'écoute des femmes et contribuent à leur empouvoirment plutôt qu'à leur utilisation éventuellement? Puis, est-ce qu'il y a un rôle que ces organismes peuvent jouer au niveau de leur propre pays, leurs propres États, parfois qui contribuent à ces guerres-là? Fait que je sais que c'est complexe, là, mais je vous donne 2 minutes par personne. Non, 3. J'en ai pas vraiment de message. Je pense que vous m'avez entendu. Je suis assez claire là-dessus. J'ai pas vraiment de message. Ce que je trouve terriblement important, c'est que si on n'arrive pas à repolitiser le mouvement des femmes, on est dans la merde. C'est aussi simple que ça. Et non seulement dans le Sud, mais dans le Nord. Ça fait longtemps qu'on est dans la merde dans le Nord, mais on s'imagine qu'on ne l'est pas. Ça, c'est autre chose. Mais ce que je trouve important par rapport aux femmes que j'ai rencontrées pendant 30 ans, c'est la prise de conscience qu'il y a une dichotomie énorme en ce moment à cause de l'enjoyification, à cause de la mise en marché des droits. Ça, il faut se conscientiser là-dessus. C'est marchandable, les droits. Et c'est marchandable et par les ONG et par l'ONU, qui a de moins en moins d'argent et qui est de plus en plus obsolète, parce qu'elle aussi, elle a beaucoup, beaucoup de travail à faire dans sa maison. Mais ce que je trouve important pour le mouvement des femmes, et je vois bien ici le nombre de femmes qui faisaient partie du mouvement des femmes et qui sont maintenant dans le développement international. Alors, je me pose des sérieuses questions parce que je me dis, quel est l'apport des féministes dans le développement international maintenant qu'elles s'y sont mises, bien après que moi, je m'en sois sortie. Donc, je suis en droit de me poser cette question-là. Quelle est la valeur ajoutée, un terme que je déteste entre tous, mais quel est cet apport éthique que vous donnez à l'intérieur du développement international? Ça, c'est ma première question. Alors, je vous renvoie, je n'ai pas de message, ça ne m'intéresse pas les messages, mais j'ai des questions, ça c'est sûr. Quand j'étais en Syrie et à Beyrouth et au Liban, je me suis rendu compte que, vous avez parfaitement raison, c'est terrible que ce petit peuple de 4 millions d'habitants est obligé d'absorber près de 2 millions de réfugiés. C'est incompréhensible, c'est inacceptable, c'est impensable. Et je vois bien
je voudrais l'insister de le dire, à quel point les Palestiniens de Chabra-et-Shatila, juste pour faire un aparté, parce que ça me touche beaucoup, parce que je m'en vais en Palestine pour le mois de mars et avril, et je me rends compte à quel point les Palestiniens de Yarmouk ont été acceptés à l'intérieur de Chabra-et-Shatila dans une situation qui est impossible. Impossible. Alors, c'est préoccupant. Je ne suis pas très intéressée. J'avoue que je l'ai fait pendant 30 ans, le trip d'aller aux Nations Unies, de serrer la patte à Pierre Jean-Jacques, etc., etc. Et quand je retourne sur le plancher, je vois bien que ça n'a nada. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui sont sur le terrain et qui font le boulot. Et l'importance qu'ont les organisations de développement international à cet égard, de s'assurer que les personnes en position de pouvoir au niveau local, pas au niveau national, au niveau local, ont des conversations avec les groupes de femmes qui se battent sur le terrain de manière locale pour que cessent les violations des droits. Ça, c'est immensément important, parce que le pire de ce que l'enjoification a fait, c'est la brisure entre les femmes et les autres organisations sociales et sociétales au niveau local. Le fait qu'il y a eu de l'argent qui est parti du côté des femmes et que le maire de la ville, le chef de tribu, le chef de clan a vu tout ce qui se passait, a vu la manière dont ont été supposément privilégiées les femmes sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il faut une discrétion absolument fondamentale et très peu de présence de nous. Très peu. Le moins possible, ce serait bien. Et non pas parce qu'on s'est acheté, parce que ça, c'est important de le dire aussi, non pas parce qu'on s'est acheté des nationaux sur le terrain qui se meurent d'envie d'avoir un meilleur... qui ont de l'empathie, qui ont du cœur, mais qui sont aussi avantagés par rapport à leurs frères et sœurs parce qu'ils vivent avec un salaire qui n'est pas le salaire sur le terrain. Et ça, j'insiste pour le dire parce qu'on est tellement coupable de tellement de choses qu'on ne voit pas. La dernière chose que je voudrais dire, parce que je ne l'ai pas dit, mais moi je crois beaucoup à ce que les femmes kurdes font au Kurdistan. Et que je considère que la pensée féministe des Kurdes, des femmes kurdes, est excessivement importante pour notre gouverne, à toutes. Alors, ça, c'est un gros problème. Moi, je fais partie de Women in Black, qui est une organisation qui existe depuis, qui est un groupe de femmes pacifistes qui ne sont pas une ONG, j'insiste bien pour le dire, sans ça, je n'en ferai pas partie. Mais quel est l'intérêt du travail de Women in Black? Ce qu'elles ont fait quand elles ont compris, et là je vous passe le livre, ça c'est écrit par une amie, A Road Unforeseen, Women Fight the Islamic State. Je ne connais personne, homme ou femme, qui ont travaillé de manière réflexive, intellectuelle, philosophique, corporative, en termes de coop, socialiste, n'ayons pas peur du mot, sur le terrain, et qui ont fait que la question des femmes en situation de conflit, grâce aux Kurdes, se doit d'être repensée par nous, les féministes. D'abord, parce qu'on ne peut pas faire un changement si nous ne l'avons pas fait nous-mêmes. Et ça, je trouve excessivement important, non pas qu'on les tasse. Je vois rarement, ni à Ewid, ni ailleurs, les femmes kurdes invitées, pas plus d'ailleurs, je fais une parenthèse ici, que les femmes israéliennes qui se battent contre la violence, contre l'occupation depuis des lustres. Je ne les vois jamais dans ces organisations-là. Et j'ai des problèmes avec ça. Parce qu'on ne peut pas se politiser en tant que féministe et décider qui fait partie de la gang. Ça, c'est pas vrai. Alors, ça, c'est une autre chose que je voulais dire, parce que je trouve ça très... on n'a pas le luxe de dire aux ennemis qui sont en face, « Ah, toi, tu ne peux pas parce que toi, tu fais partie du pays ennemi. » Alors, à ce moment-là, en Serbie, et pendant les guerres de l'ex-Yougoslavie, si les Serbes n'avaient pas été là avec leur je le sais parce qu'on les a financées, ces femmes-là, personne ne pensait à elles.
Mais toutes les maisons d'hébergement pour les objecteurs de conscience qui sont sorties grâce aux femmes de la Serbie, c'est 16 897 hommes. Sachez-le, ça compte. Qui sont sortis et on a payé, nous, pour une maison d'hébergement à Bucarest pour qu'ils puissent vivre et qu'ils puissent se sortir de ce merdier qu'étaient les guerres de Milosevic. Et vous devriez lire l'énorme travail, parce qu'il ne faut pas oublier que les féministes en ex-Yougoslavie étaient unies et qu'elles se sont retrouvées balkanisées pendant ces guerres. Jamais elles n'ont perdu de vue les unes et les autres. Jamais. Et ça, c'est excessivement important. Et vous ne la connaissez pas, cette histoire-là. Et comment peut-on s'intéresser sur la question du pacifisme et des guerres sans savoir qu'il y a des femmes qui se sont battues pour rester ensemble malgré la balkanisation de l'ex-Yougoslavie? Allez-y. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, mais je vais vous demander... Justement, j'adore tellement écouter Ariane, tellement elle a de l'expérience et des anecdotes aussi instructives les unes que les autres. Ce que je pourrais dire suite à votre questionnement, et les organismes de coopération internationale qui sont sur place ou alors qui nous écoutent, c'est de ne pas avoir peur. Parce que nous vivons une ère nouvelle concernant les conflits armés. Nous vivons des situations inédites. Et je pense que c'est assez important d'avoir à l'esprit que la résolution des conflits armés va de pair avec développement durable. On ne peut pas parler de paix sans développement, ce serait un leurre. Parce que la pauvreté, je vous dis, engendre plus de problèmes que de solutions. Alors, les conflits armés, le genre dans les OMP, c'est une question politique majeure. Ne l'oublions pas. Si les États du Nord comme du Sud n'ont pas de volonté politique, je pense que toutes les actions sur le terrain seront un peu comme tournées en rond. Et je crois que c'est l'impulsion, le leadership de certains États du Nord et du Sud qui a fait en sorte que le genre dans les OMP soit comme une question centrale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chemin à faire, mais il y a des choses formidables qui ont été faites, il faut le dire, et avec l'aide des ONG, des organismes internationaux. Et je vais vous dire, la marche de pain et des roses, c'est quelque chose qui a interpellé au plan international les décideurs. Et on a été impressionnés de voir un groupe de femmes, de voir des femmes aller au devant de la scène. Et c'est une question qui a été, malgré elle, politisée et prise en compte par des décideurs. Maintenant, on a des décideurs féministes. Pas des femmes, mais des hommes. Et c'est ensemble, femmes et hommes, qu'on pourra justement trouver des solutions durables. Et l'autre élément que je voudrais peut-être partager avec certains organismes qui ont plus d'expérience de terrain, je le sais, c'est d'aller vers la population pour avoir la bonne information. Parce que quand les décideurs, quand les États du Nord ou du Sud prennent des politiques, mettent en place des stratégies, c'est sur la base d'informations et d'éléments et de données. Et je vous dis, ce n'est pas l'ingénieur du coin qui vous donnera la bonne information en temps de conflit, le genre et les OMP. Ce n'est pas le commerçant propriétaire terrien ou propriétaire d'un commerce. C'est la cultivatrice du village, qui n'a pas été à l'école, qui est analphabète. C'est la commerçante du coin. Et ce sont des personnes qui ont la clé, souvent, de la solution de résolution des conflits armés. Et donc ne pas avoir peur d'aller au-devant de la scène. Et surtout, et je pense que la COSI le fait bien, travailler en réseau. C'est important de se partager l'information. Parce qu'on a vu sur le terrain des ONG, des organismes qui côtoyaient l'ONU, qui se voyaient tous les jours, mais personne ne savait exactement quel était l'agenda de qui. Et les personnes qu'on est censé aider, qu'on est censé peut-être plus ou moins alléger les souffrances, ne comprenaient pas et vivaient encore plus de problèmes, vu cette petite confusion. Donc, de se parler.
de développer la coopération. Ne pas avoir peur de l'agenda de X ou de Y. Je sais qu'il y a le problème du financement qui est au cœur de certaines problématiques. Et ça fait qu'on perd beaucoup de temps dans l'administration. Et c'est la raison pour laquelle on demande aux décideurs d'alléger un peu tout ce mécanisme de financement des ONG pour qu'on perde moins de temps sur les demandes de financement, sur l'administration et autres, et qu'on aille au fond des choses. Parce que je vous dis très souvent, là, c'est vous, moi, Jean-Pierre, qui détient la bonne information. Quand vous assistez à ces rencontres internationales, vous vous rendez compte qu'il y a comme des courants, parfois qui ne reflètent pas la réalité. Alors que vous détenez la bonne information, vous avez été sur le terrain, vous avez été avec ces femmes, vous avez été avec ces enfants, vous avez vu de vos propres yeux ce qui se passait concrètement. Donc moi, le mot de la fin, c'est une question politique majeure. Et je parle plus de nouvelles formes de diplomatie. Je prends le cas d'Haïti. Récemment, j'ai passé 16 mois en Haïti. Et j'ai vu certaines ambassades être proactives avec une diplomatie préventive et qui faisait comme établir de nouvelles stratégies. C'était très intéressant. Et si vous voulez, il y a une cinquantaine de questions sur les points essentiels à considérer pour l'intégration du genre dans les OMP. Et sachez que vous faites partie de la solution. C'est important. N'ayez pas peur. Question politique, question sécuritaire, mais la coopération civilo-militaire, on a besoin l'un de l'autre et surtout de coopérer. Moi, je ne veux pas être longue parce qu'elles ont tout dit, mais je voudrais juste dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez parlé des associations de développement, il y a beaucoup de choses à faire et que moi, je suis convaincue que tout changement peut se faire par incrément. Ça veut dire que vous avez soulevé la question de manque de coordination des agences internationales, ça c'est vrai. Ariane, elle a soulevé la question de l'NG, ça veut dire qu'il devient des NGO, ça c'est vrai, mais ce sont des passages obligés, donc on ne peut pas pour le moment changer tout ça, mais que chaque action a son effet dans la conscientisation, dans la sensibilisation au niveau local. Et puis, un jour ou l'autre, on arrivera à ce changement radical. On peut travailler par incrément. Ça veut dire, si on a dans la tête l'objectif de changer le monde, ça, c'est pas trop réaliste. Mais si on peut dire, on veut faire cette petite activité dans cette petite communauté et puis changer quelque chose, on peut y arriver. Et là, c'est l'ensemble de ces actions. Ça veut dire, le gouvernement, s'il est exclu, ça sera mieux, mais il est tout le temps là. Les Nations Unies, les ONG, c'est l'ensemble de ces actions-là qui peuvent changer les choses. Et donc, comme j'ai dit, c'est le changement par incrément, par petite dose, et non pas le changement radical. Un jour ou l'autre, on y parviendra. Merci. J'allais vous demander une bonne poignée d'applaudissements. Applaudissez-les encore. Ce qu'on apprend un peu ce soir, c'est que en fait, le changement de perspective aussi peut avoir un impact majeur finalement dans l'action, dans le développement international. Puis j'espère que la discussion ce soir a contribué à ce changement de perspective. On accueille l'artiste. Pardon? Ah, oui. Voulais-tu le faire? Oui, merci. Merci du rappel. Marie, je vais inviter Marie pour qu'elle fasse ses remerciements pour le projet. Merci beaucoup. C'était ma tâche de faire les remerciements. J'ai pris la peine de prendre des notes. C'est pour ça que j'insiste un peu, parce qu'il y a évidemment des remerciements très importants à faire. Alors, tout d'abord, je remercie les trois panélistes ici présentes qui nous invitent, je le dis dans mes mots, à décoloniser notre rapport à l'autre, que ce soit notre voisine très près ou très loin. Donc, décoloniser en reconnaissant ce qu'elles vivent et leur lutte et cesser de les voir en victimes passives, plutôt les voir en chaque femme toute l'expérience, toute l'expertise et toute l'action qu'elle mène avec les autres. Donc, merci beaucoup parce que je pense que plus que jamais, il faut cesser d'avoir un regard colonial sur
une personne qu'on croise, avec tous nos préjugés, avec tous les problèmes que ça engendre. Donc, je pense que c'est très apprécié de faire cette constatation-là d'un point de vue international comme vous venez de faire. J'aimerais remercier justement les propriétaires du restaurant Masby qui nous ont accueillis avec enthousiasme et générosité. Merci beaucoup. La Semaine du développement international est financée par Affaires mondiales Canada. Donc, l'ACOSI reçoit chaque année un petit financement pour développer une édition québécoise de la SDI. Et comme vous avez pu le voir, notre démarche, c'est celle de donner la parole aux femmes, justement. Ce sont elles qui sont à l'avant-plan à la SDI. Ce ne sont ni les Canadiennes et Canadiens, ni les ONG directement. Donc, voilà. L'AMC Canada nous finance. Et à ce sujet, je vous dis tout de suite, vous avez reçu sûrement un petit papier en entrant sur lequel il est écrit questionnaire, évaluation, quelque chose comme ça. Si quelqu'un peut juste l'agiter un peu, ah ouais, je vais vous le prendre. Ce petit papier-là est super important pour nous. Quand on évalue notre travail, on apprend à mieux travailler par la suite, on apprend à mieux communiquer ce qu'on fait et on aussi peut rapporter beaucoup mieux auprès de nos bailleurs de fonds tout ce qu'on fait de bien. Donc, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est précieux pour nous que vous preniez la peine de remplir ce petit papier avant de quitter. Ensuite, je vous ai déjà remercié, mesdames. Mesdames, je le refais maintenant. Merci beaucoup. Je remercie Amel Zaza qui a animé, évidemment, d'une main de maîtresse. Il faudrait tout féminiser, même l'expression main de maître, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Ensuite, les personnes présentes en chair et en os et les personnes présentes à distance. Donc, un très grand merci d'être là. Alors, nous avons une web diffusion. Ça vaut la peine de vous dire que c'est webtv.coop qui s'en occupe. J'aimerais aussi souligner la présence de Daniel Gomez qui a filmé l'événement et qui va pouvoir produire pour nous une petite vidéo pour avoir des souvenirs de la soirée. Également, notre photographe qui a beaucoup de talent. Nous avons déjà travaillé avec elle, qui nous Piole Nathalie Lemoine. Merci beaucoup pour les photos qui nous permettront aussi d'immortaliser le moment. L'équipe de la COSI, donc la SDI, c'est un travail d'équipe. Donc, je tiens absolument à remercier mes collègues Martine Portocarrero, qui a vraiment porté à bout de bras l'organisation de la soirée, Hélène Gobey aux communications, Michel Asselin à la direction, Denis Côté et Anne Delorme, qui ont rédigé les fiches thématiques qui vont avec la bande dessinée. Alors, juste là, la belle bande dessinée, vous en aurez tantôt toutes et tous une entre les mains. Elle est composée, bien sûr, d'un récit qui se passe au Yémen, mais également de fiches qui ont été rédigées par mes collègues. Donc, on a une carte géographique. On a une fiche sur la situation au Yémen et une fiche sur les violences faites aux femmes partout dans le monde. Et à part de la BD, on a 2 autres fiches téléchargeables sur Internet. La BD téléchargeable, 2 autres fiches, une sur l'accès à l'éducation, qui était un des sous-sujets de la soirée, des filles en situation de conflit de guerre, ainsi qu'une fiche pédagogique pour animer une activité auprès des 18 ans et plus avec la BD. Donc, n'hésitez pas à visiter le site de la COSI, acosi.qc.ca. Ça fait beaucoup de remerciements, vous voyez ça. C'est presque fini. Justement, il y a 3 organismes de coopération internationale qui ont travaillé avec nous à l'élaboration de la BD, parce qu'évidemment, on n'allait pas s'inventer spécialiste du Yémen. On avait besoin de personnes qui connaissaient bien le Yémen de l'intérieur. Donc, je tiens à remercier Humanité et Inclusion, autrement appelé Handicap International, Développement et Paix, ainsi qu'Oxfam Québec pour leur collaboration. Et pour pas du tout terminé, mais poursuivre la soirée, là, c'est le temps d'inviter notre artiste. Alors, Dimani Mathieu Cassendo, artiste visuel extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir à faire des appels téléphoniques à 21h de suivi artistique avec Dimani. C'est un honneur. Et la soirée n'est pas finie, puisqu'on passe maintenant à la section lancement de la bande dessinée et dédicace possible. Donc, je vais laisser la parole à Dimani qui pourra vous expliquer un peu, dans ses mots, sa démarche artistique. Vous savez que depuis qu'on travaille avec des BDistes chaque année pour produire une bande dessinée, c'est la rencontre entre un contenu, une analyse et
un regard artistique, une sensibilité artistique. C'est vraiment intéressant de l'écouter à ce sujet. Et par la suite, il y aura une séance de dédicace. Vous pourrez toutes et tous repartir avec une copie de la BD dédicacée. Et il y aura un repas de servi, des bouchées salées et sucrées et de la musique. Donc, la soirée ne fait que commencer. Et encore une fois, merci beaucoup. Hey! Mais merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce projet-là, je le trouve vraiment très important. J'ai beaucoup apprécié vous entendre aussi parler ce soir. Ça mettait un espèce de poids aussi sur le travail qui a été fait à travers ces planches de bande dessinée-là. J'espère que vous allez apprécier les récits, en fait, qui sont partagés là-dedans. Qu'est-ce que je voulais faire à travers tout ça? C'était de donner la parole fictive, bien sûr, à des personnages. Pour moi, la sororité, c'est extrêmement important. Donc, d'avoir des femmes qui aident d'autres femmes et des personnes féminines aussi, parce que quand on dit que l'homme et la femme, c'est une construction sociale, mais il y a d'autres genres entre qui ne sont pas pris en considération, et je suis sûre et certaine dans les contextes de guerre aussi. Fait que, bon, il y a d'autres priorités, hein. Et voilà, donc j'ai beaucoup lu pour faire la conception de cette bande dessinée-là. J'ai regardé beaucoup de documentaires aussi qui sont disponibles sur YouTube gratuitement. On n'a plus d'excuses à ne pas se mettre au courant, en fait. Donc, je vous invite à juste taper « Femmes Yémen » sur YouTube. Vous allez trouver des merveilles, sincèrement, puis des femmes qui se mettent sur le terrain, qui se battent pour la liberté, en fait, puis pour donner une parole à cette communauté-là, pour le bien du pays, surtout. Donc, voilà. Merci encore. Merci.